Quelque part sous Paris, il existe 300 km de galeries que la préfecture de police interdit formellement depuis 1955 et où des milliers de personnes descendent illégalement chaque année, certaines pour ne jamais remonter. Il existe, à 6 km de Verdun, une zone de 120 km² où l'entrée est toujours interdite par arrêté préfectoral, pas à cause d'une base militaire, mais à cause de 12 millions d'obus non explosés et de 150 000 corps non retrouvés qui contaminent le sol depuis 1918. Il existe une île au large de la côte varoise dont 78% du territoire sont zones militaires classifiées, interdit d'accès depuis 1892, avec un règlement intérieur si strict que même les propriétaires de biens immobiliers bâtis avant l'annexion militaire ne peuvent pas y accéder sans autorisation. 10 endroits, 10 interdictions, et au moins 3 d'entre elles vont vous faire stopper et rembobiner. Paris se trouve en Île-de-France, et sous Paris se trouvent 300 km de galeries creusées depuis le XIIIe siècle pour en extraire le calcaire qui a construit la ville. 2 km sont ouverts au public, éclairés, balisés, surveillés. Les 218 km restants sont interdits depuis l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1955. Les grilles de fonte qui en condamnent les entrées dans les caves de certains immeubles parisiens sont encore là, encore vissées au mur, encore cadenas d'acier, encore avec le panneau officiel « Access, interdite carrières souterraines de Paris ». Ce qui rend ces galeries particulières n'est pas leur profondeur 20 mètres en moyenne, c'est ce qu'elles contiennent. Les ossements de 6 millions de Parisiens déposés là entre 1786 et 1860, quand les cimetières de la ville débordaient et que l'Église a autorisé le transfert massif des restes dans les carrières. Et tout a changé du jour au lendemain quand les cataphiles ont commencé à explorer le réseau interdit. Au fil des siècles, les galeries non officielles ont accueilli les carrières médiévales, les réserves des couvents, les refuges des résistants en 1944, des champignonnières industrielles jusqu'en 1900. Et depuis les années 1970, une communauté de cataphiles, des milliers de Parisiens, qui descendent illégalement dans le réseau par des entrées secrètes pour explorer, organiser des fêtes, peindre des fresques sur les murs, ou simplement marcher dans le silence sous la ville. L'odeur des galeries calcaires humides, eau stagnante, fumée de bougies, n'a probablement pas changé depuis le XVIIIe siècle. En hiver, la température est constante à 14 degrés. En été, la même. Temps absent, profondeur permanente. D'eau, la police municipale patrouille les entrées connues. Elle arrête en moyenne 300 cataphiles par an. Elle en verbalise une partie. Elle ne peut pas patrouiller 300 km. 6 millions. C'est le nombre d'ossements humains dans les galeries autorisées. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Il n'existe aucune estimation fiable pour les galeries non officielles, parce que personne n'a cartographié les 298 km restants. Les plans des carriers du XVIIIe siècle, dessinés à la plume sur parchemin, annotés de la qualité du calcaire et de la profondeur des galeries, sont encore dans les archives de l'Inspection générale des carrières. La plupart des Parisiens ignorent qu'ils marchent sur cette ville souterraine. La plupart continuent. C'est tout. La zone rouge se trouve dans la Meuse, dans un arc de 60 km autour de Verdun, sur des terres qui portent encore 110 ans après l'armistice des concentrations de contaminants chimiques et d'explosifs non désamorcés qui rendent l'agriculture et le bâtiment légalement impossibles. Les panneaux de l'interdiction sont encore là, encore en rouge et blanc, encore replantés après chaque tempête qui en abat quelques-uns, encore espacés de 100 mètres sur le périmètre des secteurs les plus dangereux. Ce qui rend la zone rouge différente des autres interdictions de cette liste, c'est qu'elle n'a jamais été levée depuis 1919. 110 ans d'interdiction continue. Pas une décision prise et oubliée, une décision renouvelée chaque année, confirmée chaque décennie, parce que le danger est toujours réel. Ce qui a suivi les batailles de 1916 à 1910 à 8 était difficile à croire. Au pic de sa production agricole, avant 1914, la zone aujourd'hui interdite produisait du blé, des betteraves,
de l'orge et du houblon sur 12 000 hectares de terre meusienne fertile, l'une des plus productives du nord-est de la France. Près de 40 communes existaient sur ce territoire. Les paysans labouraient les champs de la Ouèvre depuis des générations. Les villages avaient leur foire de printemps. La bataille de Verdun a saturé ce sol de 60 millions d'obus tirés en 303 jours. L'arsenic, le chlore, le phogène des obus chimiques n'ont toujours pas entièrement dégradé. Les concentrations d'arsenic dans certains secteurs atteignent 17 fois le seuil de dangerosité européen. Les démineurs de la sécurité civile ont extrait 900 tonnes d'engins non explosés de la zone rouge en 2023, l'équivalent de 900 obus d'artillerie lourde, une année de travail, pour un territoire encore saturé à raison de 200 engins par hectare, selon les estimations. La forêt qui a poussé sur la zone rouge depuis 1919 n'est pas récoltable. Les tronçonneuses risquent de déclencher des obus enfouis peu profondément. La plupart des gens qui passent sur la 4 ne voient pas les panneaux, la plupart continuent, c'est tout. L'île du Levant se trouve dans le Var, à 10 km au large du Lavandou, la plus à l'est des îles d'Hyères, 8 km de long, 5 km de large, avec une végétation méditerranéenne de pins maritimes et de garrigues qui couvre des falaises tombant directement dans une mer d'un bleu translucide. 78% de l'île sont encore zones militaires, encore classifiées, encore interdites d'accès, encore patrouillées par la Marine nationale. Les 22% restants, regroupés sur la Pointaye, constituent la commune d'Héliopoli, une station naturiste fondée en 1931. Ce qui rend l'île du Levant particulière est la coexistence absurde de ces deux usages. Une zone militaire de test de missiles qui partage une île de 1000 hectares avec une commune naturiste de 120 habitants permanents. En quelques mois après l'annexion militaire de 1892, tout avait basculé. Avant l'arrivée de la marine en 1892, l'île du Levant accueillait un monastère cistercien fondé au Xe siècle. Une communauté de pêcheurs utilisant les fonds riches de la rade de Gien, une ferme communautaire, un phare actif depuis 1834, et des plantations d'oliviers en terrasse descendant jusqu'à la mer. Il n'y avait pas de route, seulement des chemins de mules entre les maisons. Les moines cultivaient leurs oliviers le matin et prêchaient l'après-midi. Les pêcheurs partaient avant l'aube et rentraient à midi avec leurs filets pleins de loups et de dorades. La marine a acheté 78% de l'île en 1892 pour y installer un site de test de torpilles. En 10 ans, les moines avaient été relogés, les pêcheurs avaient suivi. Depuis 1892, la Marine nationale a testé sur l'île du Levant des torpilles, des missiles anti-navires et des systèmes d'armes sous-marines dont les caractéristiques exactes sont toujours classifiées. Le monastère cistercien est encore partiellement visible dans la zone militaire. Ces murs de pierre sèche encore debout, encore identifiables sur les photos aériennes, encore interdits d'approche depuis 132 ans. La plupart des plaisanciers qui passent en vue de l'île voient la zone militaire et ne font pas le détour. La plupart continuent. C'est tout. Le plateau d'Albion se trouve dans le Vaucluse, entre Sceaux et Banon, à moins 100 mètres d'altitude, sur un plateau calcaire que le vent du nord balaie 200 jours par an. Que la lavande colonise au sud et que les forêts de cèdres occupent au nord un paysage provençal ordinaire traversé par des routes départementales ordinaires. Les silos sont encore là, pas tous visibles depuis les routes, mais certains 18 emplacements en tout, répartis sur 350 km² de plateau, chacun marqué par une clôture grillagée et un panneau zone militaire, accès interdite. Il existe un endroit en Provence, à moins de 200 km de Marseille, où la France a enfoui 18 missiles balistiques nucléaires entre 1971 et 1996 à 25 mètres sous des prairies de lavande, à portée d'un trajet de 2 heures depuis l'Italie. Ce qui a suivi leur décommissionnement était difficile à croire. Au pic de son opérationnalité entre 1971 et 1996, le plateau d'Albion abritait les 18 SSBS S-3 du 05e régiment de missiles stratégiques, des missiles balistiques sol-sol,
d'une portée de 3500 km, capable d'atteindre Moscou depuis la Provence, avec une précision de 1 km sur cible et une charge nucléaire de 150 kilotonnes, chacun soit 10 fois la bombe d'Hiroshima, laissez ce chiffre s'installer un instant. Les techniciens qui servaient les missiles vivaient dans des baraquements sur le plateau pendant leur rotation de 15 jours. Ils ne parlaient pas de leur travail à leur famille. Le règlement intérieur l'interdisait. Les 18 silos ont été décommissionnés en 1996, quand la France a décidé de concentrer sa force de dissuasion sur les sous-marins. Les têtes nucléaires ont été retirées, les missiles ont été détruits, les silos ont été neutralisés au béton. Mais les emplacements sont encore là, encore clôturés, encore interdits, encore dans les fichiers de l'armée comme sites sensibles, parce que même un silo de missiles désarmés contient des résidus de propergol solide que les normes de décontamination n'ont jamais complètement éliminés. Le manuel d'opération du SSBS-3, classifié confidentiel défense jusqu'en 2016, partiellement déclassifié, est maintenant consultable aux archives de Vincennes. Il décrit en 400 pages la procédure de tir d'une arme capable de tuer 300 000 personnes en 12 minutes après le lancement. La plupart des touristes qui traversent le plateau d'Albion pour aller à Forcalquier ne voient pas les clôtures dans les lavandes. La plupart continuent. C'est tout. L'île Longue n'est plus vraiment une île. Elle se trouve dans le Finistère, dans la presqu'île de Crozon, reliée au continent depuis 1968 par un pont d'accès gardé 24 sur 24, 365 jours sur 365 par des militaires armés en service actif. Le pont est encore là, encore avec ses guérites, encore avec ses barrières de béton, encore avec les caméras tournées dans les deux directions depuis 1968. C'est la base opérationnelle des SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La force de dissuasion nucléaire sous-marine de la France. 4 sous-marins, chacun portant 16 missiles Mach-50 et 1, chacun capable de frapper 48 cibles distinctes. En permanence, un sous-marin est en mer, quelque part dans l'Atlantique Nord, en patrouille de dissuasion continue. Ce qui rend l'île Longue différente des autres interdictions de cette liste est sa permanence active. Ce n'est pas un vestige de la guerre froide, c'est la guerre froide qui continue. Les événements de 1968 ont établi ce qui n'a jamais changé depuis. Au pic de sa vie civile, avant 1963, l'île Longue était un promontoire de schiste couvert de landes, habité par une famille de fermiers qui élevaient des moutons sur les prairies exposées au vent de l'Atlantique, avec un accès par barque depuis l'Anvéoc et une tradition de pêche à la langouste dans les eaux de la rade de Brest. La famille a été expropriée en 1963. L'État leur a versé une indemnité. La construction de la base a commencé en 1964. 1. C'est le nombre de SNLE basés à l'île Longue. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Chaque sous-marin porte 80 fois la puissance de destruction de la bombe d'Hiroshima. Les 4 sous-marins ensemble, si jamais ils étaient utilisés, pourraient tuer plus de personnes en 30 minutes que toutes les guerres du XXe siècle réunies. Le registre foncier de l'île Longue indique encore le nom de la famille expropriée en 1963, avec la mention « vendue à l'État pour usage militaire, non constructible, non accessible ». L'enregistrement date du 14 mars 1963. La plupart des gens qui habitent Brest savent que l'île Longue existe. Personne n'en parle. La plupart continuent. C'est tout. Si l'île Longue vous a déjà convaincu, abonnez-vous. La suite est encore plus difficile à croire. Le numéro 5 se trouve à 25 km au nord de Paris, sous une forêt de chênes du Val d'Oise. À 80 mètres de profondeur dans le granit, et la plupart des habitants de Taverny ne savent pas qu'il est là. PC Jupiter se trouve dans le Val d'Oise, sous la forêt domaniale de Montmorency, à 80 mètres de profondeur dans la roche, construit entre 1960 et 1964, comme quartier général des forces aériennes stratégiques nucléaires françaises, la centrale de commandement depuis laquelle les bombes atomiques françaises auraient été lancées en cas.
d'attaques soviétiques. Les ventilations de surface sont encore là, encore dans la forêt, encore en acier galvanisé, encore fonctionnelles selon les services de l'armée qui entretiennent le site depuis sa décommission en 2007. Ce qui rend PC Jupiter particulier est ce qu'il était conçu pour faire: résister à une explosion nucléaire à 4 km, maintenir les communications 72 heures après une première frappe soviétique et permettre au général commandant les forces stratégiques de déclencher la réponse nucléaire française depuis son bunker. Ce qui a suivi la décommission de 2007 était difficile à croire. Au pic de son activité, entre 1964 et 2007, PC Jupiter comptait 3 niveaux souterrains sur 5000 km, des salles de commandement avec des tableaux de contrôle de 12 mètres de long, des logements pour 200 personnes en régime d'alerte, des réserves d'eau et de vivres pour 90 jours d'autonomie, un générateur diesel capable de fonctionner sans ravitaillement pendant 2 semaines et des communications cryptées avec toutes les bases nucléaires françaises simultanément. Les officiers de permanence travaillaient en 8, 24 sur 24, 365 jours par an. Ils jouaient aux cartes dans les couloirs entre les alertes. Ils ne regardaient pas de fenêtres parce qu'il n'y en avait pas. Le complexe a été décommissionné en 2007, quand le commandement a été transféré. Il n'a pas été détruit. Il n'a pas été vendu. Il attend une décision d'affectation qui n'est pas venue depuis 17 ans. Les tableaux de commandement, avec leurs voyants lumineux, leurs cadrans de mesure, leurs téléphones rouges, encore branchés sur des lignes maintenant mortes, sont encore en place. Exactement là où les opérateurs les ont laissés lors du départ de 2007. La plupart des habitants de Taverny ne savent pas que ce complexe existe sous la forêt. La plupart continuent. C'est tout. Le centre de stockage de la Manche se trouve dans la Manche, à 3 km de La Hague, sur un plateau en bord de mer, que le vent atlantique balaie 300 jours par an, 15 hectares de terrain, recouvert d'une dalle de béton armée de 3 mètres d'épaisseur, entouré de grillages doubles, de caméras et d'un service de surveillance permanent. La dalle est encore là, encore étanche, encore entretenue, encore sous surveillance, 24 heures sur 24. Elle couvre 527 000 m3 de déchets radioactifs de faible et moyenne activité déposés entre 1969 et 1994. Ce qui rend ce site différent des autres interdictions de cette liste est son statut. C'est le seul site de stockage de déchets nucléaires en France à avoir été déclaré saturé. Il ne reçoit plus de nouveaux déchets depuis 1994, parce qu'il est plein. Les événements qui ont suivi la décision de saturation étaient inévitables. Au pic de sa réception entre 1969 et 1994, le centre de stockage de la Manche a accepté les déchets de toutes les centrales nucléaires françaises actives, des installations militaires de Cherbourg, des laboratoires de recherche de Saclay et de Cadarache, et des hôpitaux utilisant des radioisotopes médicaux, soit 5 établissements différents qui envoyaient des convois réguliers depuis 25 ans. Les camions arrivaient par la route nationale. Les conteneurs étaient déchargés et enfouis selon un plan de cadastre souterrain que l'IRSN maintient à jour. Depuis 1994, le site entre dans sa phase de surveillance post-exploitation, une phase qui durera 300 ans selon les estimations, soit 300 ans de surveillance continue d'un terrain de 15 hectares en bord de mer, dans une zone géologiquement non stabilisée avec un niveau de mer qui monte. Les cartes du cadastre souterrain du centre de stockage indiquant la position exacte de chaque catégorie de déchets, leur activité résiduelle et leur durée de vie radioactive sont classifiées confidentielles industrielles. Elle existe. Quelqu'un sait exactement ce qu'il y a sous la dalle. La plupart des touristes qui visitent La Hague restent à la pointe. La plupart continuent. C'est tout. Le lac du Bourget se trouve en Savoie, à 12 km à l'ouest de Chambéry, le plus grand lac naturel de France. 18 km de long, 3 km de large, 145 mètres de profondeur maximum, entouré de falaises calcaires sur le versant est et de marais, protégé sur le versant ouest. La bouée de signalisation est encore là, encore ancrée,
à 800 mètres de la rive d'Aix-les-Bains, encore avec son panneau rouge « Zone interdite, plongée prohibée », encore balancé par le vent du Bourget les jours de bise. Ce qui rend le lac du Bourget différent, c'est ce qui est au fond. Ce qui a suivi la Seconde Guerre mondiale était difficile à croire. Entre 1945 et 1947, les armées alliées en transit depuis l'Italie vers la France ont immergé dans le lac du Bourget entre 1000 et 1400 tonnes d'armements chimiques récupérés sur les stocks allemands des obus à hypérite, au Phogène à la Damsie confisqués dans les dépôts d'armement de la Wehrmacht et noyés dans le lac plutôt que transportés. C'était la solution de facilité en 1945. Personne n'avait prévu que le lac serait encore là en 2024. Au pic de son utilisation balnéaire des années 1930 et 1950, le lac du Bourget accueillait des bateaux à vapeur touristiques depuis 1892, une plage publique à Aix-les-Bains fréquentée par 40 000 baigneurs par été, une régate annuelle avec 200 voiliers et une tradition de pêche aux ombles chevaliers que les restaurants d'Aix-les-Bains servaient quotidiennement. Les armements chimiques ont été déposés dans la zone la plus profonde du lac, à 130 mètres. Ils corrodent depuis 80 ans. Des analyses de l'eau effectuées par l'IRSN en 2019 ont détecté des traces d'arsenic et de composés organiques du chlore dans les sédiments profonds. Le secteur de 2 km² au-dessus du dépôt est interdit à la plongée et à la pêche professionnelle depuis 1950. Les obus sont encore là. La plupart des vacanciers d'Aix-les-Bains nagent à moins de 2 km du dépôt. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 2 est différent de tout ce que vous venez de voir. Pas une base militaire visible, pas une zone dangereuse délimitée, une antenne de 350 mètres de haut, plantée dans la plaine du Berry, qui émet en permanence sur des fréquences que vos oreilles ne peuvent pas entendre et que vos appareils électroniques ne détectent pas. Rozenay se trouve dans l'Indre, à 45 km au sud-est de Châteauroux, dans une plaine agricole plate que les champs de colza et de tournesol couvrent à perte de vue, ponctués d'une anomalie, une antenne de 350 mètres, 6 pylônes de 50 mètres et un réseau de fils enterrés couvrant 2000 hectares. L'antenne est encore là, encore en service, encore émettant des ondes. ELF Extremely Low Frequency sur 20 et 1, 75 kHz, encore la seule façon pour la marine française de communiquer avec ses sous-marins nucléaires en plongée profonde. C'est parce que les ondes radioclassiques ne pénètrent pas l'eau de mer. Les ondes ELF, dont la longueur d'onde est de 14 000 km, peuvent passer à travers 200 mètres d'océan pour atteindre un sous-marin SNLE. Les événements liés à sa construction en 1972 étaient difficiles à croire pour les habitants de la région. L'État a exproprié 2000 hectares de terres agricoles berrichonnes en 1968 pour construire l'installation. 60 familles d'agriculteurs ont perdu leurs terres. L'indemnisation était calculée au prix agricole de 1968. Depuis 1972, cette antenne dans la plaine du Berry est l'un des maillons essentiels de la dissuasion nucléaire française, la ligne téléphonique entre Paris et les sous-marins, la façon dont la France peut ordonner à un SNLE en patrouille de lancer ou de ne pas lancer. Les pylônes de l'antenne de Rozenay sont encore debout, encore actifs, encore reliés aux sous-marins quelque part dans l'Atlantique, encore alimentant électriquement depuis la sous-station de Châteauroux. La plupart des automobilistes qui traversent l'Indre ne savent pas ce que c'est. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 1 n'est pas un endroit que vous pouvez localiser précisément. C'est intentionnel. Sous Paris ou à proximité immédiate de Paris, selon les versions, se trouve un réseau de galeries souterraines, classifiées, Secret Défense, qui constitue le dispositif de continuité du gouvernement français en cas d'attaque nucléaire ou de crise majeure. Il n'existe pas de carte publique de ce réseau. Il n'existe pas de confirmation officielle de son emplacement. Sa profondeur, sa capacité, son état actuel sont inconnus du grand public. Ce qui est connu, la France dispose, depuis les années 1960, d'un plan de continuité gouvernementale qui prévoit l'évacuation du président de la République, du Premier ministre et des ministres essentiels dans un abri souterrain classifié
dans les 20 minutes suivant une alerte nucléaire. Ce plan a un nom de code, il a changé plusieurs fois selon les décennies. Il a un budget annuel classifié dans le programme secret des armées. Ce qui rend ce numéro un particulier, c'est son absence d'existence officielle. Pas de monuments, pas de plaques, pas d'archives déclassifiées. Juste un ensemble d'indices indirects. Un texte de loi de 1958, un article de budget classifié, un témoignage d'un ancien officier dans un livre publié en 2004. En quelques mois après la crise de Cuba en 1962, la France a accéléré tous ses programmes de survie nucléaire. Le gouvernement français continue de verser chaque année un budget classifié pour l'entretien d'installations de continuité dont il ne confirme ni l'existence ni l'emplacement. L'Assemblée nationale vote ce budget en séance secrète. C'est peu être sous vos pieds. C'est peu être sous les pieds de quelqu'un d'autre. C'est peu être dans une forêt de l'Île-de-France ou dans les sous-sols de la Haute-Vienne ou sous un plateau calcaire de Normandie. L'entrée est interdite. L'emplacement est classifié. Et la France paie chaque année pour maintenir un abri secret pour ses dirigeants au cas où une guerre nucléaire commencerait avant que quiconque n'ait le temps de prévenir les autres. La plupart des gens pensent que la guerre froide est terminée. Elle l'est peut être. La plupart continuent. C'est tout. Ces 10 interdictions ne sont pas des curiosités. Elles sont le résultat visible de décisions qui ont été prises, souvent sans consultation publique, pour des raisons qui étaient parfois justifiées, parfois discutables, et parfois impossibles à évaluer parce que les documents sont toujours classifiés. Certaines interdictions ont du sens. D'autres, 100 ans après, méritent peu d'être revues. Si tu connais un endroit en France où l'accès est interdit sans raison claire, laisse son nom en commentaire. On la peut être déjà trouvée, on ne la peut être pas encore trouvée.